je veux croire à la réconciliation ivoirienne, mais j'ai un doute parce que tous les acteurs ne sont pas en scène. Il y a un acteur qu'on oublie, et cet acteur-là, c'est la France. Parce que la France tient Alassane Dramane Ouattara. Ouattara n'est pas libre de son choix. Donc, ça serait un problème parce que, tenez-vous bien, lorsque on souhaite que tous les grands se retrouvent, mais le problème, c'est que quand tous ceux-là vont se retrouver, ce serait seulement de la figuration pour certains et ce sera de l'honnêteté pour d'autres. Le président Gbagbo mettra tout son va-tout pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée, ainsi que le président Bédié. Mais Alassane Dramane Ouattara voudra, dans cette réconciliation, consulter la France, alors que la France ne voudra pas la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il faut diviser pour mieux régner. Et la France n'aura pas de gain si les fils de ce pays-là font taire leurs différences et qui se retrouvent réellement pour travailler pour le peuple. En fait, c'est ça le grand problème. Et donc, le gouvernement ivoirien ne joue pas franc jeu parce qu'il prend ses ordres de l'extérieur. C'est tout. Voilà, et donc c'est une réalité parce que Ouattara jouit de son pouvoir dans la division. Vous voulez nous dire qu'il est dauphin du président Gbagbo, puisque nous savons, avec le poids de l'âge, Laurent Gbagbo ne peut plus briguer un mandat comme Bédié le fait. Est-ce qu'il va s'appuyer sur Charles Blé Goudé? Non, je crois que dire qu'il est dauphin du président Gbagbo, je ne pense pas, mais il est peut-être dauphin des idéaux du président Gbagbo. Il faut qu'on le sache, et il y en a plein. Voilà, donc Charles Blé Goudé ne fera pas autre chose que le combat, il ne fera que continuer le combat. Et même si ce n'est pas identique, mais le combat, c'est la souveraineté de la Côte d'Ivoire, c'est la souveraineté de l'Afrique. Donc, en fait, on ne peut pas parler de dauphin parce qu'il y a beaucoup de capital politique. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'idéologie du président Gbagbo. Nous avons tous été nourris à la sève de ce grand homme et de sa femme Simone Eyivé Gbagbo. Donc, c'est des démocrates très avertis. Et Charles Blé Goudé est dans cette lignée. Bonjour, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices de la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. Merci de nous accepter chez vous dans notre émission hebdomadaire intitulée Analyse et décryptage de l'actualité africaine et de sa diaspora. Cette émission aujourd'hui va parler de Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire où nous avons connu une ambiance tout à fait particulière la semaine dernière. Et comme je le disais, le titre principal de notre émission est dans les coulisses du retour en Côte d'Ivoire de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo. Et pour en parler, j'ai comme invité M. Blé Germain. Et vous devinez, c'est le jeune frère de notre grand combattant africain, Blé Goudé. Blé Germain était donc président de l'Union des Ivoiriens en Suède. Et cette communauté, en abrégé, est appelée UNIS. Il est actuellement étudiant en master ingénieur civil option informatique internationale à KTH Institute of Technology à Stockholm, in Sweden. Cette émission vous sera présentée par votre serviteur de tous les temps, Don Kayembe, depuis New York City, sous la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, avec la conception et la réalisation de cette émission de la Voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique, et elle sera diffusée sur www.lavdc.net. Avant de parler avec notre invité, je voudrais faire une petite lecture de l'introduction de cette émission. Le retour de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo après son acquittement à la CPI est perçu comme une page qui se tourne en Côte d'Ivoire. Beaucoup y voient un encouragement, une consolidation de la réconciliation nationale selon plusieurs langues qui se prononcent déjà à Abidjan. Les observateurs attendent même à voir les trois hommes politiques, c'est-à-dire Ouattara, Gbagbo et Bédié, s'asseoir ensemble autour d'une table pour discuter de l'avenir du pays, c'est-à-dire de leur cher pays, Côte d'Ivoire. À leur avis, ces observateurs, ils doivent parler d'une même voix pour apaiser les cœurs qui sont blessés par les différents conflits qui se sont passés en Côte d'Ivoire.
De retour au pays, le président Laurent Gbagbo renoue avec le catholicisme. Ce fut sa première grande manifestation politique depuis son retour en Côte d'Ivoire le 17 juin. Le dimanche dernier 20 juin, dans la cathédrale d'Abidjan, en présence d'un cardinal, Laurent Gbagbo est redevenu catholique. L'ancien président ivoirien sort des girons du pentecôtisme évangélique. Un choix qui n'est pas seulement spirituel, mais aussi politique, disent certains analystes politiques ivoiriens. Puis Laurent Gbagbo a demandé le divorce avec son épouse Simone Gbagbo. La rupture familiale avec Simone est aussi une rupture politique et spirituelle, dit-on. Là, je suis avec M. Blé Germain. Monsieur Blé Germain, bonjour. Bonjour, Monsieur Don Yambe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, Monsieur Germain. Nous allons commencer des questions-réponses. Ce sont des questions sans tabou. OK. Merci. C'est depuis le 17 juin, vers 16 heures passées, que Laurent Gbagbo, l'ancien président, est retourné au pays. Parlez-nous brièvement de cet événement. Bien, j'aimerais d'abord dire merci à tous vos téléspectateurs et dire merci à la Voix de la démocratie congolaise qui me donne l'opportunité de pouvoir donner mon point de vue et de pouvoir commenter l'événement. Comme vous le savez, ça fait 10 ans que nous attendions ce moment. Et pendant tout ce temps, la population ivoirienne a vécu des moments difficiles. Certes, le président était en prison à La Haye, mais en fait, la majeure partie des enfants d'Afrique, de l'Afrique digne, étaient eux aussi dans une prison à ciel ouvert. Donc, en fait, le 17 juin était un événement grandiose pour tous les panafricains, puisque c'est un combat qu'on a mené tous. On a été à plusieurs reprises à La Haye et on a essayé de booster ça en informant, en utilisant nos contacts un peu partout pour que la voix du démocrate Laurent Gbagbo soit entendue par ces décideurs du monde, parce que c'est une injustice qu'il a subie. Et c'est aussi l'aspect néocolonialiste qui a prévalu, et c'est pour ça qu'il a été en prison. Puisqu'il a été jugé innocent, il a été acquitté. Ce qui veut dire que tout ce qui a été, toutes les charges ont été totalement annulées le concernant. Donc le 17 était vraiment une journée essentielle pour notre pays, essentielle pour l'Afrique, essentielle pour tous les démocrates du monde et essentielle pour cette jeunesse africaine qui a pour objectif la souveraineté, l'indépendance totale des pays africains, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est certainement ça qui a amené le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé à La Haye. Et donc, ce que je peux vous dire, c'est que la population ivoirienne était en liesse, et ce n'était pas seulement la population ivoirienne, puisqu'il y a des Africains, des panafricains qui étaient sur place pour accueillir le président Laurent Gbagbo. Mais comme vous le savez, cet accueil, de notre part, ça a été un accueil triomphal, mais il se trouve que le pouvoir en place n'a pas voulu collaborer, n'a pas voulu parfaire l'arrivée de ce grand homme qui représente l'Afrique digne. Et donc, il y a eu beaucoup de problèmes. On a vu tout ça à la télévision. C'est vrai que c'était triomphal, mais en même temps, le pouvoir en place n'a pas daigné envoyer un représentant à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour accueillir le président de la République. Enfin, parce qu'il a été président et donc il a droit à un protocole. Il a droit, on devait l'accueillir, c'est-à-dire l'État de Côte d'Ivoire devait mettre les moyens pour que son accueil soit vraiment un accueil au-delà de ce qu'on a vu et que aussi c'était un acte qu'il pouvait poser en l'encontre de la réconciliation. Parce que si le gouvernement en place mettait les moyens et se déplaçait pour accueillir le président Laurent Gbagbo,
ça aurait donné une image d'espoir au peuple ivoirien et par ricochet à toute l'Afrique entière. Mais ça n'a pas été le cas. D'abord, M. Alassane Ouattara a quitté le pays et il n'y a aucun ministre n'était à l'accueil du président Gbagbo. Et ça a été vraiment difficile, mais Dieu merci, le président a rejoint son domicile et a rejoint le domicile. Il a d'abord rejoint son QG, sa base politique, où il a donné un speech. Et puis bon, voilà, l'accueil a été triomphal pour nous autres parce qu'on était heureux. Le plus important, c'était de sauver la vie du président Gbagbo puisqu'il était en danger, même si les caméras du monde n'ont pas daigné montrer certaines choses, mais nous avons eu écho, nous avons eu des vidéos sur, comment dirais-je, le trajet du cortège du président Gbagbo qui a été arrêté en plein Abidjan, où on lui intimait l'ordre de prendre le 3e pont alors qu'il avait un itinéraire bien défini qu'il devait prendre. Alors vous voyez que la réconciliation, certes, nous voulons tous la réconciliation, mais le vrai problème, c'est que... Vous allez y arriver. Donc, merci bien. J'ai retenu deux points, lesquels je voudrais vous faire des commentaires. Vous avez dit le démocrate Laurent Gbagbo. Oui. Mais il a été reproché par plusieurs observateurs politiques qu'il était aussi un des instigateurs des échevelets qu'on a connus en Côte d'Ivoire, puisqu'il avait refusé les résultats des élections. OK. Et concernant Laurent Gbagbo a été toujours un démocrate. D'ailleurs, la Côte d'Ivoire était sous une dictature au temps du président Félix Houphouët-Boigny. Et ça a été le seul monsieur qui a... En fait, c'est le père de la démocratie en Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo, parce que c'est par lui qu'est venu le multipartisme en 90. Il a fait la prison pour ça. Et il a été toujours celui qui a été du côté du peuple. Concernant l'élection de 2010, on ne peut pas accuser le président Gbagbo, puisque le président Gbagbo a mis toutes les conditions possibles pour une paix. Il a fait des négociations un peu partout, Lomé, tout ça. Germain, oui. On ne fait pas de négociations quand il y a des élections, c'est-à-dire on a proclamé les résultats. Donc, bien, soit on les accepte, pour revenir, oui. Donc on a les résultats et puis on avance, ou bien vous mettez en résistance et ça apporte ce que la Côte d'Ivoire a connu. Oui, mais concernant les élections en Côte d'Ivoire, voilà comment les choses sont passées. C'est que nous savons ce qui s'est passé, mais pourquoi il n'a pas accepté? S'il aurait accepté les résultats, bon, il n'a pas connaître l'hécatombe. Bien, je vais vous dire, il a accepté d'abord, il a respecté le Conseil constitutionnel qui le déclarait président de la République de Côte d'Ivoire. Ça, c'est un point. Et le Conseil constitutionnel, c'est en droit, c'est chez nous, en Côte d'Ivoire et dans la plupart des pays, quand le Conseil constitutionnel a dit le droit, on ne conteste plus. Même quand on a raison ou bien quand on a tort, on ne conteste pas la décision du Conseil constitutionnel. Ça, c'est d'un. Des deux, malgré sa victoire et malgré qu'il soit du côté du droit et que le droit même soit de son côté, le président Gbagbo a voulu le recomptage des voix puisque Alassane Dramane Ouattara se proclamait président. Donc, il était supporté par la communauté internationale, c'est-à-dire la France, les États-Unis et l'Union européenne. Donc, il n'a pas demandé autre chose que recompter les voix. Si on avait recompté les voix, on n'aurait pas eu cette hécatombe, comme vous le dites. Mais les gens n'ont pas accepté de recompter les voix, alors qu'on a recompté les voix en Haïti, où il y a eu des résultats, où les résultats ont été contestés, et l'ONU a recompté les voix. Alors qu'en Côte d'Ivoire, l'ONU étant complice avec la France et l'Union européenne, ils n'ont pas voulu daigner recompter les voix. C'est ce qui a envoyé tout ce que vous avez vu. Le président Gbagbo était dans une option de paix. Il a même demandé le recomptage des voix. Il a même autorisé, comment dirais-je, une rencontre. Et tout ça lui a été refusé.
Parce que Nicolas Sarkozy et cette communauté internationale avaient bien sûr un plan. Ils voulaient tout sauf le président Laurent Gbagbo. Alors que c'est lui qui était le vainqueur des élections, puisque c'est le Conseil constitutionnel qui l'a déclaré président. Il a même attendu que le Conseil constitutionnel le déclare président. Et malgré sa victoire et malgré le droit qui était avec lui, il a voulu qu'on recompte les voix pour satisfaire tout le monde. Et il a même dit, si on recompte les voix, qu'il a tort, il rend le tablier. Et Nicolas Sarkozy, l'ONU et Ouattara et sa horde de rebelles ont voulu régler ça par la guerre. Et donc, si on est logique et que vraiment on respecte le droit, parce que la démocratie, c'est aussi le droit, les règles établies par un pays. Et si ces gens étaient des démocrates, ils allaient accepter le recomptage, c'est-à-dire il n'y a pas le recomptage dans notre constitution, mais c'était l'occasion belle de montrer aux yeux du monde que Laurent Gbagbo avait tort et qu'à l'issue de ça, on pouvait l'attaquer. Ça n'a pas été le cas. Lui, il demandait le recomptage des voix, il voulait la voie pacifique, la paix, alors que eux, depuis 2002, ils n'ont fait qu'attaquer la Côte d'Ivoire. Et donc, 2010 était l'apothéose de ce qu'ils voulaient. Donc, en fait, on ne peut pas accuser le président Gbagbo. C'est parce que toute la communauté internationale était complice qu'on l'a envoyé à La Haye avec Charles Blé Goudé. Donc, votre question, c'est que Laurent Gbagbo n'a pas voulu la guerre en Côte d'Ivoire depuis le début. Okay. Il a usé de tout son pouvoir. OK. Alors, je continue avec une autre observation dans vos dires. Vous êtes plaint que le gouvernement n'avait pas envoyé des officiels pour accueillir le président Gbagbo à l'aéroport. Et aussi, nous avons tous observé sa descente qui n'est même pas passée par le salon présidentiel à l'aéroport. Est-ce que vous pensez que lui donner ces honneurs-là serait dans l'avantage du gouvernement, puisque vous êtes des opposants? S'il faisait ça, bien que vous voulez parler de la réconciliation, mais c'est vous envoyer l'ascenseur pour que vous puissiez avoir beaucoup plus du punch de la popularité qu'eux. Et ils ne pouvaient que faire ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je pense que c'est d'abord malsain. C'est malsain de la part du gouvernement ivoirien de pouvoir donner la forme sans contenance. Parce que je puis vous dire que le président Laurent Gbagbo a nommé un comité d'accueil qui était en relation permanente avec le gouvernement. Et le gouvernement leur a donné l'assurance que les choses allaient se passer bien. Vous voyez? Et pendant que le président Gbagbo était à l'aéroport et devait venir, la population était décidée à l'accueillir. Il y a eu plus de 400 cas qui ont été retenus par la police et les gens qui convergeaient vers l'aéroport ont été battus. Certains ont été en prison, d'autres portent les séquelles jusqu'aujourd'hui. Et donc, vous voyez qu'on ne donne pas... Quand on donne la forme, il faut le contenu. Il n'y a pas eu de contenu. Ce gouvernement a usé de sa mauvaise foi, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Laurent Gbagbo a été toujours un homme de paix, quelqu'un qui a toujours eu de la vision pour son pays et pour son peuple. Donc, son accueil, et d'ailleurs, le pavillon présidentiel, ce n'est pas un cadeau. Le monsieur est ancien président de la République. Il a droit à tous ces machins-là. Ce n'est pas parce que Ouattara est au pouvoir. Mais on vient de reconnaître sa valeur d'ancien président. On va lui payer son argent, on va lui donner les services dus selon la Constitution. Donc, c'est-à-dire, on reconnaît quand même qu'il est président de Côte d'Ivoire. Donc, il a de Côte d'Ivoire. Oui. Il a tous les avantages avec lui. Non, il bénéficie. Mais il aura tous ces avantages. Il bénéficie de quelque chose qui est dans notre loi. Et c'est Laurent Gbagbo même qui a fait voter ça en 2005. C'est reconnu maintenant, donc voilà. Il n'y a plus de discussion sur ce sujet-là. Bon, reconnu, je crois que c'est normal. Ce n'est pas une offre qu'on fait au président Gbagbo. Il faut que les gens sachent ça. Ça est dans notre constitution. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Parce que le gouvernement brandit ça comme si c'était une faveur. Ce n'est pas une faveur. C'est son dû. C'est son droit en tant qu'ancien président de la République. Oui, mais donc, il doit brandir ça pour dire que nous avons tendu la main, on nous reconnaît toutes ses faveurs, alors nous sommes prêts pour la réconciliation et que la Côte d'Ivoire
commence une nouvelle page de l'histoire. Bon, je pense que il y a beaucoup qui ne savent pas la pratique de ce gouvernement-là. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que M. Alassane Ouattara n'est pas, comment dirais-je, un homme libre de ses actions. Ça, c'est un. Parce que quand tu veux faire la paix, tu dois être un homme libre pour user de ta liberté pour pouvoir faire cette paix. Mais M. Alassane Dramane Ouattara prend ses ordres de Paris, de la France. Donc, vous savez que le pouvoir colonial ou bien la France, qui de par l'histoire, a colonisé la Côte d'Ivoire, c'est un pays qui a tout ce qu'il a aujourd'hui à cause de la division des Ivoiriens. Tenez-vous bien, si les Ivoiriens s'entendent tous, je veux dire tous les partis politiques confondus, et qu'on s'oriente vers la souveraineté de notre pays, vous savez bien que la France ne pourra pas bouger un pion. Je veux croire à la réconciliation ivoirienne, mais j'ai un doute parce que tous les acteurs ne sont pas en scène. Il y a un acteur qu'on oublie, et cet acteur-là, c'est la France. Parce que la France tient Alassane Dramane Ouattara. Ouattara n'est pas libre de son choix. Donc, ça serait un problème parce que, tenez-vous bien, lorsque on souhaite que tous les grands se retrouvent, mais le problème, c'est que quand tous ceux-là vont se retrouver, ce serait seulement de la figuration pour certains et ce sera de l'honnêteté pour d'autres. Le président Gbagbo mettra tout son va-tout pour que la Côte d'Ivoire soit réconciliée, ainsi que le président Bédié. Mais Alassane Dramane Ouattara voudra, dans cette réconciliation, consulter la France, alors que la France ne voudra pas la réconciliation en Côte d'Ivoire. Vous savez qu'il faut diviser pour mieux régner. Et la France n'aura pas de gain si les fils de ce pays-là font taire leurs différences et qui se retrouvent réellement pour travailler pour le peuple. En fait, c'est ça le grand problème. Et donc, le gouvernement ivoirien ne joue pas franc jeu parce qu'il prend ses ordres de l'extérieur. C'est tout. Voilà, et donc c'est une réalité parce que Ouattara jouit de son pouvoir dans la division. J'avance avec une autre question. Est-ce que le retour du président Gbagbo peut amener une nouvelle dynamique dans l'arène politique ivoirienne, selon votre analyse personnelle? Bien sûr que le président Gbagbo peut amener une dynamique incroyable dans l'arène politique ivoirienne parce que c'est d'abord un monsieur qui est contre toute violence. C'est quelqu'un qui a une démarche. Sa démarche est toujours une démarche démocratique. Donc, il aspire au bien-être du peuple. Et je pense que actuellement, tout son souci, c'est de voir comment est-ce qu'il peut apporter beaucoup à son pays. Et je pense qu'il peut apporter beaucoup puisqu'il a apporté beaucoup par le passé. Tenez-vous bien, en 2002, si Laurent Gbagbo était de mauvaise foi et qu'il était un va-t-en-guerre, il aurait totalement opté pour le bombardement de toutes les zones rebelles. Et il n'aurait rien eu puisqu'il était au pouvoir. Mais il sait que ceux qu'on va bombarder, c'est des Ivoiriens. Et c'est un monsieur qui est pétri, qui est un patriote, un panafricain et qui n'est pas prêt à tuer. Donc, c'est quelqu'un qui peut... Parlons maintenant de ce retour et aller de l'avant. Ma question est plus claire. Est-ce que ce retour va donner une nouvelle dynamique, surtout dans l'opposition, pour les élections prochaines? Absolument. Son retour va donner du tonus à l'opposition, puisque Laurent Gbagbo n'est pas Konan Bédié, Laurent Gbagbo n'est pas, comment dirais-je, Mamadou Koulibaly, c'est quelqu'un qui est écouté, c'est quelqu'un qui est aimé, c'est quelqu'un, dès qu'il prendra une décision, le peuple va se mettre en branle. Donc, si son arrivée est comme une libération pour ce peuple-là qui a vécu dans la souffrance pendant 10 ans. Donc, il va apporter beaucoup. Il est venu pour apporter l'espoir. Mais quand vous dites près d'entrer, il va donner quelque chose, il va amener quelque chose de bien pour l'opposition, et vous citez qu'on a des idées qui sont des poids lourds, qu'ils ne sont pas égaux à lui. Vous n'êtes pas dans le schéma de réconciliation, M. Blaise Germain. Non, je suis dans le schéma de réconciliation. Bien sûr que Konan Bédié a beaucoup apporté,
lui aussi, c'est un chaînon de la réconciliation. Ils sont tous importants, mais je veux dire, l'opposant qui draine les foules, l'opposant qui est plus écouté par les Ivoiriens, c'est Laurent Gbagbo. On l'a vu lors des présidentielles où Ouattara a fait ce qu'il voulait. Imaginez que le président Gbagbo était en Côte d'Ivoire, les données seraient ailleurs parce que lui, il donne des objectifs. C'est ce que je veux dire. Mais je veux dire, la réconciliation a besoin de tous les fils de la Côte d'Ivoire. Et le président Henri Kouna Bédié, ce n'est pas de l'injure que je lui fais quand je dis que le président Gbagbo est celui qui est le plus écouté. Parce que vous avez vu son arrivée, ne serait-ce que sa venue en Côte d'Ivoire. Vous avez vu le courage que ça donnait aux Ivoiriens. Pendant qu'on leur interdisait, on les frappait tout, mais ils ont bravé et ils sont venus l'accueillir. Et en nombre. Et c'est toute la Côte d'Ivoire qui a dansé à ce rythme-là. Donc c'est pour dire que je ne suis pas en train de diviser, comment dirais-je, les hommes politiques, de créer une division, mais je suis en train de dire que le président Gbagbo est très important dans ce système de réconciliation-là. Et je suis aujourd'hui content parce qu'il est allié au PDCI. Et donc, le PDCI étant un parti structuré aussi qui est vraiment implanté en Côte d'Ivoire, c'est une bonne chose. Et donc, sa venue va booster ce qui a été déjà fait par l'opposition sur place. Et il va apporter beaucoup. Voilà. Je vais lire un extrait et je vais vous laisser commenter. Oui. Un extrait de se dire dès son retour en Côte d'Ivoire, donc je parle ici du président Laurent Gbagbo. Je cite, en Afrique, quand les partis arrivent au pouvoir, ils ont la tendance d'être des partis uniques. Et donc, le combat continue. Fin de citation. Oui. Votre commentaire. Oui, mon commentaire, il est clair. Ça dit, le président Gbagbo, là, il dit ouvertement à tout le monde entier que personne ne peut l'empêcher de continuer la politique. Il fera la politique. Il vient d'entrer en politique en disant ça. Ça veut dire qu'il va continuer dans la politique. Donc, il ne s'attaque pas au président qui vient de changer la Constitution pour un troisième mandat illégalement. Bien sûr. Qui cherche à s'éterniser au pouvoir. Bien sûr. Il voulait lui lancer un mot pour dire que, écoutez, je suis revenu, plus question. Oui, en fait, on peut interpréter tout ce qui se dit, mais je pense que le président Gbagbo est un responsable politique qui a apporté beaucoup à son pays et qui dit là qu'on n'est pas encore sorti de l'ornière, c'est-à-dire on n'est pas encore, le combat qu'il a mené n'a pas encore porté les fruits qu'il faut. Aujourd'hui, on a en face de nous quelqu'un qui veut s'éterniser au pouvoir et qui veut créer un parti unique et donc son combat continue. C'est ce que ça veut dire, en fait, je pense. En Côte d'Ivoire, et vous l'avez cité plusieurs fois, cette fois-ci je reviens avec force, on ne peut pas parler de la lutte en Côte d'Ivoire de Laurent Gbagbo sans citer votre grand frère Charles Blé Goudé. Donc, qui parle de Laurent Gbagbo en politique, voit Charles Blé Goudé. Qu'est-ce qu'il est devenu puisque il a toujours été à côté de Laurent Gbagbo. On voit Laurent Gbagbo qui rentre seul et personne ne nous dit où serait Blé Goudé et qu'est-ce qu'il est devenu et qu'est-ce qu'il pense faire. Vous êtes la bouche autorisée pour nous en parler. D'accord. Ce que je peux vous dire, c'est que Blé Goudé se porte bien. Voilà, il a eu quelques interviews sur les chaînes françaises. Il se porte bien en ce moment, il se trouve en France pour un meeting avec la communauté africaine et ivoirienne. Donc, à ce niveau, vous savez, la politique demande beaucoup de responsabilités. Blé Goudé, il a son parti, c'est vrai, mais il est un citoyen ivoirien qui a besoin de toute sa documentation pour entrer en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire qu'il a besoin d'un passeport. Et il se trouve qu'il a rempli, il a fait tout ce qu'il doit faire pour qu'il obtienne ce passeport, mais ça tarde. Alors, il s'agit d'être responsable. Il ne peut pas, même si on l'invitait à monter dans l'avion du président Gbagbo, il ne peut pas monter sans avoir un passeport. Voilà.
Donc, Blé Goudé, il est resté parce que justement, il attend ses documents et il va rentrer aussi triomphalement. Mais pour ce qui concerne sa collaboration avec le président Gbagbo, c'est une collaboration franche, une collaboration responsable et il n'y a pas d'ambiguïté, comme le disent certains. Blé Goudé, c'est un disciple du président Gbagbo, ça je peux le dire, je peux vous le confirmer. Il ne fera rien contre la politique du président Gbagbo, puisque eux-mêmes, ils convergent dans le même sens. Blé Goudé a été à côté du président Gbagbo, et s'il était de mauvaise foi, il aurait, à son âge, parce qu'il est jeune, il aurait fait quelque chose d'autre à la CPI, et puis bon, c'était fini, on le libérait. Donc, Blé Goudé est fidèle au président Gbagbo, quel que soit ce que disent les gens. Et le temps, étant le deuxième nom de Dieu, va révéler cette collaboration-là. Mais pour l'instant, ce que je puis vous dire, c'est qu'il est resté parce qu'il a fait la demande de son passeport et il a rempli tout ce qu'il faut remplir. Et jusque-là, les gens ne lui ont pas octroyé le passeport. Donc, la balle est dans le camp du pouvoir en place. Avec le président Gbagbo, il n'y a pas le feu entre eux. Ils sont toujours dans une... Vous voulez nous dire qu'il est dauphin du président Gbagbo, puisque nous savons, avec le poids de l'âge, Laurent Gbagbo ne peut plus briguer un mandat comme Bédié le fait. Est-ce qu'il va s'appuyer sur Charles Blé Goudé? Non, je crois que dire qu'il est dauphin du président Gbagbo, je ne pense pas, mais il est peut-être dauphin des idéaux du président Gbagbo. Il faut qu'on le sache, et il y en a plein. Voilà, donc Charles Blé Goudé ne fera pas autre chose que le combat. Il ne fera que continuer le combat. Et même si ce n'est pas identique, mais le combat, c'est la souveraineté de la Côte d'Ivoire, c'est la souveraineté de l'Afrique. Donc, en fait, on ne peut pas parler de dauphin parce qu'il y a beaucoup de capital politique. Je veux dire, il y a beaucoup de personnes qui sont dans l'idéologie du président Gbagbo. Nous avons tous été nourris à la sève de ce grand homme et de sa femme Simone Eivey Gbagbo. Donc, c'est des démocrates très avertis. Et Charles Blé Goudé est dans cette lignée-là. Voilà, parce que Charles Blé Goudé, le président Gbagbo et Charles Blé Goudé constituent l'avenir de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire. Parce que, je le dis, pour deux raisons. La première, c'est que ceux qui ne veulent pas, ceux qui sont de l'ancienne idéologie, c'est ceux qui veulent toujours baisser les bras pour que le néocolonialisme continue. C'est ceux qui font l'apologie de la France-Afrique. Alors que Blé Goudé est dans la même lignée que le président Gbagbo, c'est des gens qui veulent vraiment une Afrique souveraine où tout se discute, où on peut s'asseoir et discuter à égal, où traiter les contrats et autres, les faire à égal. Donc, c'est quelqu'un qui est pour la souveraineté. Donc, il est dans, on peut dire, il suit les traces du président Gbagbo. Mais maintenant, dauphin, ça, c'est une autre question. Je pense plutôt que ce dauphinat-là se situe dans l'idéologie. Voilà. Dans l'idéologie. Voilà. Ok, merci bien. Maintenant, nous entamons la dernière partie. Nous sommes pratiquement vers la fin. La première partie pourrait vous mettre un peu mal à l'aise, mais je sais que vous êtes un homme intègre et fort. Vous allez essayer quand même de répondre à ces questions. Comment interprétez-vous cette première grande apparition en public de Laurent Gbagbo dans une cathédrale catholique en présence d'un cardinal? Et pourtant, lui, il n'est plus catholique, il s'est reconverti en catholicisme. Quelle est votre lecture de fait? Bien, ma lecture de fait est une lecture correcte. Bon, le président Gbagbo était, comment dirais-je, évangélique par le fait de sa femme et les deux, parce que notez bien, le président Gbagbo a fait le séminaire, c'est-à-dire c'est un monsieur qui devait devenir prêtre avant de changer. Donc c'est quelqu'un qui est revenu à la maison en fait, c'est-à-dire il est catholique jusqu'aux os. Il a été évangélique quand par le biais de sa femme. Donc c'est quelqu'un qui est catholique. Donc je pense que à un moment donné, je ne peux pas parler à sa place, mais je pense qu'à un moment donné de la vie,
on préfère, comment dirais-je, revenir à ses mœurs et de scruter l'avenir. Ce que je puis vous dire et ce que j'ai cru entendre, c'est que quand le président Gbagbo était maintenu à La Haye, il a eu la visite du cardinal à plusieurs reprises catholiques. Et par contre, les évangéliques, personne n'y est allé, alors qu'ils ont beaucoup joui des retombées de son pouvoir quand il était au pouvoir. Bon, ça, c'est des choses que j'ai lues, mais pour être responsable, j'ai dit que ça ne coûte rien de changer quand on sait que quelque chose n'a pas marché. Donc, la question est, qu'est-ce qui n'a pas marché? Mais là, il faut la poser cette question au président Gbagbo. Mais je pense que c'est tout à fait logique que le président Gbagbo, à un moment donné de sa vie, change de religion. Voilà, moi, c'est ce que je vois. Je ne pense pas qu'il y a une autre interprétation parce que certains Ivoiriens disent Il que... vient d'y avoir une interprétation puisque passer du catholicisme au pentecôtisme, il y a eu un vecteur, c'est-à-dire c'est Simone Gbagbo qui l'a amené là-bas. Oui. Et c'est pratiquement la fin de l'émission, la question que je vais poser maintenant. Donc, il s'est converti à l'évangélisme à cause de sa femme. Et aujourd'hui, ensemble avec moi, vous avez tous suivi qu'il a demandé le divorce avec son épouse, Simone Gbagbo. Est-ce la rupture familiale avec Simone, est-ce qu'elle est aussi politique et spirituelle? Bon, les gens... Bon, moi, effectivement, on a tous lu que le président Gbagbo veut divorcer de sa femme, mais la réalité, le président Gbagbo ne s'est pas encore prononcé. Il s'est prononcé à travers ses avocats. Nous avons tous lu. Il s'est prononcé à travers ses avocats. Donc, il paraîtrait, selon ses avocats, s'il vous plaît, on est allé contacter Simone depuis un long moment. Elle ne voulait pas broncher. Et maintenant, il fallait passer par la voie légale. C'est comme ça que maintenant, les avocats, ils ont déclaré ça officiellement et puis dans les médias. OK, mais voilà, je vais vous dire que d'abord, au premier abord, cette situation, si elle était vraie, elle m'attriste. Elle m'attriste parce que j'ai eu l'occasion de rencontrer la première dame lors de sa visite, en Norvège. Et c'est une femme, et lors de cette visite, j'ai eu à prononcer un discours. Et c'est une dame qui aime vraiment profondément son mari. Et ça, je peux vous le dire parce que dès que j'ai prononcé le discours et que j'ai dit qu'à la voix, pour nous, c'est comme si on voyait le président Gbagbo devant nous. Et je vous assure que cette femme-là était très heureuse d'entendre ça. Donc, c'est une situation malencontreuse. Je ne sais pas pourquoi ça se passe, mais ce que je peux vous dire, changer de religion ne peut pas avoir... Je veux dire, le président Gbagbo peut demander le divorce sans changer de religion. Changer de religion, on peut être aujourd'hui musulman et puis demain être... Mais ce sont les deux faits qu'il a. Donc, il revient à... Il s'est reconverti, il se divorce, c'est vraiment poignant. Hein? Oui, bon, au premier abord, les gens, parce qu'en politique, il y a ce qu'on donne comme information et puis il y a la complexité. La complexité, c'est ce qu'on ne voit pas. Les détails, c'est qui est réel. Et le diable est dans les détails. Voilà, le diable est dans les détails. Donc, ce qu'on voit, ça, c'est la forme, c'est ce qu'on sert aux gens au premier abord. Mais il y a la complexité de la situation. Donc, la complexité, il faut être vraiment à l'intérieur pour savoir réellement qu'est-ce qui a poussé ce divorce, pourquoi il y a eu ce divorce, parce que jusqu'à preuve du contraire, Simone Gbagbo nous a pas encore dit, la première dame nous a pas encore dit qu'elle n'adhère plus dans l'idéologie du président Gbagbo. Et le président Gbagbo ne nous a pas encore dit que la première dame ne veut plus aller dans le sens du combat. Le problème est un peu plus grand que ça, parce que vous avez une femme, bon, on a fait d'elle ce qu'on a fait par les militaires là, le jour qu'on les a fait déguerpir. Vraiment, il faut avoir des nerfs solides pour accepter. Hein? Bon, je pense que quand on aime sa femme, la première chose qu'on doit faire, c'est d'abord avoir, comment dirais-je, c'est d'abord s'apitoyer sur ce qui s'est passé. Voilà.
Mais je ne pense pas que c'est cette situation-là qui fait que le président Gbagbo demande le divorce. Je ne crois pas parce que le président Gbagbo est un humaniste. Si aujourd'hui il demande le divorce, c'est qu'il y a eu quelque chose et cette chose-là, pour le respect de sa femme, il ne pourra jamais le dire. Mais je ne pense pas que c'est le traitement des militaires, ceci, cela. Non, 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 non. Le monsieur et sa femme, ils se connaissent depuis très jeunes. Ils ont lutté, En fait, c'est sa camarade. C'est ça. Puisqu'ils se sont croisés sur le champ politique. Donc, c'est sa camarade. Mais je ne pense pas que c'est ce que les militaires ont fait à Mme Gbagbo qui fait qu'aujourd'hui, le président Gbagbo veut changer ou bien ceci, cela. Non. Il y a quelque chose de plus complexe qui fait que le président Gbagbo a eu le courage de demander le divorce. Je pense qu'il y a quelque chose de plus grand que ça. C'est ça. On va aller dans le détail puisque... Bon, oui, c'est difficile puisque je pense que l'appel que je peux lancer aux démocrates et aux Africains, aux panafricains, c'est de savoir où nous allons. Parce que la vie privée du président Gbagbo, c'est vrai qu'il est public, c'est pour ça que ça est en public, mais je pense que sa vie privée n'impacte pas sur son combat. C'est très différent. Également, la vie privée de la première dame Simone Veil n'impacte pas sur, comment dirais-je, sa vision politique, sur leur vision politique, parce qu'ils ont la même vision, la souveraineté de la Côte d'Ivoire. Mais pas politique, hein? Donc c'est pourquoi on se pose la question, est-ce qu'ils se séparent seulement de manière conjugale? Est-ce qu'ils vont rester des combattants politiques ensemble? Donc il y a beaucoup des inconnus. Bon, ma lecture est que Laurent Gbagbo et Simone Veil Gbagbo ont des enfants ensemble. Donc, c'est des gens qui sont inséparables, même si juridiquement, on peut se divorcer ou bien on peut divorcer de sa femme, mais c'est des gens qui sont censés ou bien qui sont condamnés à être ensemble, à se croiser pour la survie de leurs enfants, pour ce qu'ils ont eu construit. Parce que leurs enfants, c'est leur avenir. L'enfant, c'est-à-dire le lien de sang au-dessus de ce qu'on voit, le symbole juridique et autre chose. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ils vont toujours se voir. Maintenant, pour le combat, je pense qu'ils sont assez matures et qu'ils vont se mettre au-dessus de ces petites choses-là pour pouvoir axer ce combat-là. Je ne crois pas que le problème de divorce pourra... comment dire, Ça, c'est un souhait, mais ça décourage toujours. Aller dans une salle avec son ex, c'est pas aussi facile. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de l'émission, M. Blé Germain. Je vous donne 2 minutes pour nous dire ce qui vous tient à cœur sur la Côte d'Ivoire, ce qui vous tient à cœur sur le retour du président Laurent Gbagbo et ce qui vous tient à cœur sur les retours encore probables de votre grand frère, le général de la rue. Je parle de Charles Blé Goudé. Oui, j'aimerais saisir l'occasion. D'abord, je vous dis merci de me donner cette occasion-là. Ce que j'aimerais dire, ou bien ce que j'aimerais partager avec tous les Ivoiriens, tous les panafricains, c'est qu'aujourd'hui, ma position elle est claire. Je suis pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Mais la réconciliation doit se faire à partir de la justice. C'est-à-dire les gens doivent pouvoir reconnaître ce qu'ils ont fait. Il faut qu'il y ait une justice. Parce que tant que des gens n'auront pas reconnu ce qu'ils ont fait, et tant que ça ne sera pas établi qui a tué les millions de personnes en Côte d'Ivoire, ou bien des milliers de personnes en Côte d'Ivoire, la réconciliation en elle-même, c'est une bonne chose, mais c'est un leurre pour l'avenir. Je le dis parce que aujourd'hui, tous les acteurs qui doivent réconcilier les Ivoiriens, on pense que c'est seulement Henri Konan Bédié, Ouattara et le président Gbagbo, mais je pense qu'il y a un troisième larron qui est la France qui tient Ouattara. Et donc, cette réconciliation-là, il serait mieux que la France, cette France-là, qui a toujours créé la misère en Afrique, soit présente, ou bien alors que Ouattara joue les coups de franc. Parce qu'en fait,
il ne fait que demander la permission à la France. Et donc, c'est la France qui tient les manettes. Mais je compte sur le génie politique du président Gbagbo, je compte sur le génie politique du président Henri Konan Bédié pour forcer cette réconciliation-là, parce que les Ivoiriens ont beaucoup souffert et les Africains avec. Donc, mon souhait, c'est qu'il y ait la réconciliation. Mais vous savez comme moi que la France, qui depuis toujours exploite ses colonies, n'est pas une France qui veut la réconciliation. Elle prospère dans la division. Elle prospère dans le cafouillage. Et donc aujourd'hui, notre souhait, c'est la réconciliation. Mais nous, il sera difficile pour nous d'obtenir cette réconciliation parce que s'il y a manque de justice, ce serait difficile. Parce qu'aujourd'hui, le président Gbagbo a payé 10 ans de sa vie avec le ministre Charles Blé Goudé derrière les barreaux, alors que les criminels sont au pouvoir, ils gèrent la chose de l'État. Donc, c'est pour vous dire que, est-ce que ces gens-là sont prêts réellement à faire la paix parce qu'ils savent que c'est un pouvoir usurpé? Ça, il ne faut pas se le cacher. Nous sommes dans un État où la justice et la morale ont foutu le camp. Donc, nous sommes dans un pays où des gens n'exercent leur pouvoir que par la violence réelle, hein. Elle n'est pas seulement verbale. Eux, ils attaquent les gens, ils mettent les gens en prison, ils règlent tous les conflits. Soit on te met en prison ou bien on t'élimine. Donc, je compte vraiment sur le génie politique du président Gbagbo, de Henri Konan Bédié et de Charles Blé Goudé, qui est un jeune leader, mais qui est vraiment dans une posture de paix. C'est également pour Konan Bédié, pour le président Gbagbo, qui veulent la paix en Côte d'Ivoire. Parce que sans paix, parce que l'accalmie n'est pas la paix. Mais pourquoi vous ne foutez pas Guillaume Soro? Bon, Guillaume Soro également. Guillaume Soro également, parce que en fait, c'est lui qui a fait le boulot de Ouattara avec la communauté internationale pour qu'on arrive à cette situation dégradante. Donc, Guillaume Soro, c'est important. Mais pour que ça soit important, je le dis toujours, il faut qu'il y ait la justice. On ne se réconcilie pas sans justice, sinon c'est un leurre. Si vous vous réconciliez comme ça pour faire plaisir, la Côte d'Ivoire va retomber dans les méandres parce qu'il n'y aura pas eu de justice. Voilà, donc mon souhait, c'est la réconciliation, mais une réconciliation sans justice, c'est un leurre. Et la Côte d'Ivoire, actuellement, avec ses multitudes de blessures, n'a pas besoin d'une paix d'une réconciliation comme un leurre. La Côte d'Ivoire a vraiment besoin d'une réconciliation réelle où ceux qui ont fait du mal, ceux qui ont tué ces gens-là, qu'on puisse en quelque sorte les retrouver, ou alors que les tenants du pouvoir qui ont massacré les Ivoiriens, et je ne parle pas même de 2010, vous avez vu les récentes élections où la Côte d'Ivoire a perdu 100 de ses enfants, ils ont même décapité un jeune Toussaint ils ont joué au ballon avec sa tête. Vous voyez? C'est la fin dans certaines conclusions. Merci. Enfin, je suis très heureux qu'après plusieurs tentatives, finalement, nous sommes ensemble. Oui. Parler de ces grands pays et de ces grands hommes. Laurent Gbagbo, c'est vraiment un élément important pour l'Afrique. Et pourquoi ne pas parler de cette force de la jeunesse qui est Charles Blé Goudé? Il a toujours notre appui, on l'a toujours appuyé. Nous savons que c'est un modèle que les jeunes Africains doivent suivre. Donc, absolument. nous disons vraiment grand merci, Germain Blé, pour le temps que vous daignez accorder à la voix de la démocratie congolaise au Parlement d'Afrique. Espérons vous retrouver encore très prochainement quand nous aurons un peu de la lumière sur le retour du général de la rue, j'ai cité Charles Blé Goudé. Merci et à la prochaine. Ouais, merci beaucoup, M. Don Mayambe, et merci à la voix de la démocratie congolaise. Merci beaucoup. Merci de m'avoir écouté. OK, merci. Au plaisir. Bye-bye. Merci. Bye. Bien, alors, quoi de bon que dire au revoir et grand merci pour vous qui avez accepté de nous suivre du début jusqu'à la fin de cette émission, une émission qui vous est dédiée pour parler de l'Afrique et des leaders africains.
Et nous avons donné beaucoup plus du temps aux gens de la diaspora, puisque ceux qui sont en Afrique et dans le pays respectif, nous les suivons à travers les médias locaux. C'est pourquoi nous voulons que la diaspora s'exprime à travers ce média aussi, la voix de la démocratie congolaise, le Panorama d'Afrique. Nous continuons toujours à ouvrir notre micro et offrir le plateau à qui veut parler de l'Afrique, car l'Afrique ne peut se développer qu'avec les Africains. Nous sommes très nombreux à l'extérieur. Nous avons appris beaucoup et nous voyons les erreurs qui se font chez nous. Nous pouvons aller amener un plus. Donc, à ceux-là qui sont déjà au pays, qui ont quitté la diaspora, n'allez pas pour vous enrichir, puisque la vie s'est déjà faite ici. Quand on rentre au pays, c'est pour mettre nos pays respectifs dans les conditions optimales pour que les gens puissent vraiment vivre comme nous l'avons vu là où nous vivons actuellement. C'est que nous observons ici, nous admirons ici, nous pouvons amener là ces questions de la volonté, pas question d'aller s'enrichir illégalement et illicitement. C'est vraiment malheureux. Nous ne le dirons jamais assez. Alors, pour terminer complètement, j'ai dit un petit bonjour à mes amis suivants. Donc, Pascal Tamboué depuis la Grèce, ça fait très longtemps. Coucou. José Kapajika à Kinshasa, au Fourré au Moulin, merci beaucoup. Réchoua Tsiswaka depuis le Lubumbashi. Ingénieur Joël depuis l'Ikassi. Antoine Kapila depuis le Canada à Gatineau. Je dis aussi grand bonjour à un frère et ami. J'ai cité Eva Chibambi Mutuale depuis Texas avec sa belle épouse, maman Matondo Christiane. Nous vous disons tous grand merci et vous souhaitons toutes les bonnes choses de la vie. En attendant, ciao. C'est Don KMB depuis New York City pour la voix de la démocratie congolaise, Panorama d'Afrique. À la prochaine.